Une création Coober. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Coob, un résumé du livre Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française de The Shift Project, paru en 2022 aux éditions Odile Jacob. Alors The Shift Project, c'est quoi? C'est un think tank, ou en français, un laboratoire d'idées. Ce laboratoire d'idées, il est présidé par Jean-Marc Jancovici. Alors, qui est Jean-Marc Jancovici? Eh bien, c'est un polytechnicien, un essayiste militant pour le climat. C'est véritablement une figure incontournable de la lutte contre le changement climatique. Par exemple, c'est lui qui a inventé le bilan carbone. Il est ultra populaire auprès des jeunes générations grâce à un style simple, scientifique et surtout sans langue de bois. Il est clairement pro-nucléaire. Il a plusieurs centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Il est régulièrement invité sur les plateaux télé. C'est un peu l'ingénieur star de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour faire court, The Shift Project, ce sont des rockstars de la science qui se sont réunis pour élaborer un plan pour concilier économie et climat en France. Rien que ça. En écoutant ce coup, vous comprendrez le plan de The Shift Project, secteur par secteur, pour transformer l'économie en la rendant moins carbonée, plus résiliente et créatrice d'emplois. Dans le livre, 7 idées clés sont développées. Je vous propose de les découvrir ensemble. La première idée, elle peut se résumer ainsi. Il faut réduire la consommation d'énergie fossile. Alors l'énergie, c'est véritablement le pilier de notre économie. C'est grâce à l'énergie qu'on peut faire fonctionner nos industries, qu'on produit des biens et services ou qu'on assure un mode de vie soutenable. Sans énergie, il serait tout simplement impossible de vous balader dans les rues illuminées de votre ville ou tout simplement d'écouter ce coup. Il existe 2 sources d'énergie principales. D'abord, il y a les énergies dites fossiles. Ce sont des énergies issues de la combustion de roches organiques qui sont enfouies dans le sol depuis des millénaires. On parle ici notamment de charbon, de pétrole ou encore de gaz naturel. Ce sont des énergies qui sont non renouvelables. Pourquoi? Eh bien parce que la formation de ces roches organiques, elle peut prendre tout simplement plusieurs millions d'années. Et puis à côté, il y a les énergies dites non fossiles. Ce sont les énergies disponibles en quantité illimitée et qui se renouvellent rapidement. Parmi les principales sources d'énergie renouvelable disponibles, on va avoir l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou encore l'énergie hydraulique. Aujourd'hui, le système énergétique mondial, il fonctionne principalement grâce aux énergies fossiles. Et oui, 80% de l'énergie consommée dans le monde, elle provient de sources d'énergie fossiles. En France, on est à 40%. Alors c'est pas mal, mais seulement voilà, au-delà de son caractère non renouvelable, l'utilisation de l'énergie fossile, elle pose un vrai problème. La combustion d'énergie fossile, elle produit un gaz carbonique qu'on appelle dioxyde de carbone ou CO2, et ce gaz, il reste en suspension dans l'air. Ce gaz carbonique, c'est un gaz qu'on dit à effet de serre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il réduit la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements du soleil. Par conséquent, ça aggrave le réchauffement climatique. Et on connaît tous les conséquences du réchauffement climatique. C'est l'augmentation des catastrophes naturelles, la réduction des ressources en eau ou en nourriture. Bref, la combustion d'énergie fossile, elle constitue à elle seule une véritable menace sur la civilisation tout entière. La question est donc, comment on peut se débarrasser des énergies fossiles? Les 2 propositions suivantes, elles devraient pouvoir nous aider. La première, c'est qu'il faut développer le système électrique. En 2050, le système électrique sera l'alternative principale au système énergétique qui est basé sur les énergies fossiles. Alors pourquoi c'est une bonne solution? Eh bien parce que la production d'électricité, ça nécessite pas l'extraction d'énergie fossile. Et oui, l'électricité est principalement produite dans les centrales nucléaires par la fusion de l'uranium. L'électricité, c'est donc une énergie non fossile. La transition énergétique vers un système électrique, c'est donc la clé pour s'affranchir des énergies fossiles. Il va falloir s'y préparer. Mais alors comment? Par exemple, en remplaçant progressivement les équipements au gaz dans les foyers par des équipements électriques. Ou encore, en remplaçant les stations-service par des systèmes qui permettent de recharger les voitures électriques. On en voit fleurir partout dans les villes. La seconde proposition consiste à déployer des filières énergétiques secondaires. Même si l'électricité sera l'énergie majoritaire, eh bien, elle ne suffira pas à répondre à toute la consommation énergétique en France. Tout simplement parce que la principale source d'électricité, c'est l'énergie nucléaire. Et nos capacités de production d'électricité via le nucléaire, elles ne nous permettront normalement de ne répondre qu'à 65% de la consommation de l'ensemble des secteurs en 2050. Donc, on va forcément devoir développer des sources d'énergie secondaires, comme par exemple les biocarburants, tels que le biométhane ou l'hydrogène, qui seront utilisés dans différents secteurs de l'économie, comme par exemple l'agriculture, l'industrie ou encore l'aviation.
La seconde idée clé, c'est de rendre l'industrie lourde neutre en carbone. Déjà, c'est quoi l'industrie? L'industrie, c'est la production de biens et de services via la transformation de matières brutes. C'est grâce aux industries qu'on peut se loger, qu'on peut se nourrir, qu'on peut se déplacer ou encore qu'on peut se divertir. Par exemple, c'est grâce aux industries que le coton peut se transformer en vêtements et le cobalt se transforme en smartphone que vous avez tous dans la poche. L'industrie, c'est donc véritablement le moteur de notre économie. Mais quand on parle d'industrie, il faut pouvoir distinguer l'industrie lourde, qui correspond entre autres aux industries pétrochimiques, à la sidérurgie et à l'industrie des matériaux de construction, et l'industrie manufacturière, qui correspond entre autres à la fabrication automobile, aux cosmétiques et aux usines agroalimentaires. Au global, l'industrie française, elle est responsable de 20% des émissions de CO2 sur tout le territoire. C'est l'industrie lourde qui pèse le plus. Pourquoi? Parce qu'elle est responsable des 3/4 des émissions du secteur, soit 15% au total des émissions en France. Alors si on veut changer en profondeur l'économie française et atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il va donc forcément falloir rendre l'industrie lourde neutre en carbone. Comment on peut y arriver? En suivant les 3 préconisations suivantes. La première est qu'il faut réduire la part d'énergie fossile qui alimente la production industrielle. Les émissions de gaz à effet de serre produites par l'industrie proviennent en grande partie de sa consommation d'énergie. Les usines pétrochimiques, par exemple, consomment énormément de pétrole et de gaz pour produire des dérivés chimiques. Il va falloir réussir à alimenter les usines avec des énergies renouvelables. On pourrait, par exemple, alimenter des cimenteries avec des déchets et de la biomasse. On pourrait aussi privilégier l'utilisation de l'électricité dans la production de métaux et certains procédés de chimie. La seconde proposition, c'est d'encourager le développement des technologies de rupture. Alors, c'est quoi une technologie de rupture? C'est simple. Les technologies de rupture sont des innovations révolutionnaires qui permettent de réduire la présence d'une technologie dominante sur le marché, voire même de la remplacer. Vous tenez d'ailleurs certainement une technologie de rupture dans votre poche. Et oui, le smartphone, c'est la technologie de rupture la plus connue. Elle a fait disparaître les cabines téléphoniques et quasiment remplacé le téléphone fixe dans les foyers. Aujourd'hui, il est nécessaire de développer des technologies de rupture qui permettent de changer en profondeur l'économie française. Prenons par exemple l'industrie des matériaux de construction. La rupture, elle se trouve au niveau de la composition du béton et de la façon de bâtir. Dans la composition du béton, c'est le ciment qui émet une grande partie de gaz à effet de serre. On peut donc remplacer la part de ciment dans la composition du béton, par exemple. On peut aussi optimiser l'utilisation du béton grâce à des designs plus minces et adaptés. La dernière proposition, c'est de développer la filière de l'après-première vie. La filière de l'après-première vie, c'est l'ensemble des activités qui prennent en charge les biens après leur première utilisation. Tout ce qui concerne le recyclage ou le réemploi, par exemple. C'est grâce au développement de cette filière que vous pouvez trier vos déchets dans des poubelles adaptées ou encore que vous pouvez vous offrir votre ordinateur à moindre coût car reconditionné. L'auteur préconise de créer une gouvernance globale de l'après-première vie. Cette gouvernance, elle serait composée notamment d'espaces de concertation au niveau des collectivités territoriales. Ces concertations permettront de créer des stratégies politiques pour favoriser le développement des acteurs de l'après-première vie au sein même des industries. Des moyens financiers seront alloués aux acteurs du réemploi et de la répartition sur le terrain. La troisième idée consiste à rendre l'agriculture et l'alimentation plus résilients aux bouleversements climatiques. Pour l'auteur, l'agriculture et l'alimentation, ce sont des secteurs cruciaux. Le secteur agricole, notamment, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. À lui seul, il cristallise des problématiques qui vont de la santé à la biodiversité, en passant par le climat ou encore la sécurité alimentaire. Pour le secteur de l'alimentation, c'est au niveau du citoyen que la transformation doit avoir lieu. C'est en changeant nos habitudes de consommation qu'on pourra atteindre les objectifs. Autant dire que les enjeux sont nombreux. Si on doit retenir une idée clé au sujet des secteurs agricoles et de l'alimentation, c'est que l'agriculture et l'alimentation doivent être plus résilients face aux bouleversements climatiques. Alors oui, mais par où commencer? Les 3 suggestions suivantes devraient pouvoir nous éclairer. La première, c'est qu'il faut renouveler la population agricole. Le secteur agricole vit une crise existentielle. Aujourd'hui, seuls 3% des actifs français sont des agriculteurs. C'est très peu. La cause? En réalité, il y en a plusieurs. Déjà, acheter un terrain, ça coûte beaucoup trop cher. L'accès au foncier est quasi impossible pour les nouveaux arrivants. Ensuite, l'attractivité de la profession, elle est en forte baisse. Les faibles salaires et la précarité du métier y sont pour beaucoup. Pour redonner de l'attractivité au secteur, l'auteur suggère, dans un premier temps, de revaloriser le contenu des formations en agriculture. Pour être plus attractives, ces formations devraient notamment s'insérer dans une démarche agroécologique.
Ensuite, il faut soutenir les porteurs de projets. D'une part, en facilitant les démarches administratives, et d'autre part, en apportant une aide financière conséquente pour leur permettre d'accéder plus facilement au foncier et aux outils de production. La seconde proposition est de rendre les productions animales plus respectueuses de la biodiversité. Les méthodes d'élevage intensif les plus répandues aujourd'hui, elles sont néfastes pour les écosystèmes et la biodiversité. L'élevage bovin, par exemple, nécessite pour l'alimentation du bétail des ressources en eau gargantuesques. Prenons la pêche intensive. La pêche intensive affaiblit l'écosystème marin et elle abîme durablement les récifs coralliens. En 2050, votre assiette sera davantage garnie en légumes et moins en produits d'origine animale. Et oui, ce sont bien les produits d'origine animale qui génèrent le plus de gaz à effet de serre. Alors sans surprise, c'est donc en réduisant les volumes que l'élevage deviendra plus durable. L'objectif, pour l'auteur, est d'accompagner l'ensemble des secteurs vers une réduction de la production et de la consommation. Et dans ce cas, il va falloir faire appel au dernier maillon de la chaîne alimentaire, vous. La troisième suggestion est de diversifier les pratiques agricoles. Les pratiques agricoles les plus répandues sont encore la monoculture et l'utilisation de pesticides. On le voit, ces pratiques, elles ne permettent pas d'établir un système alimentaire français résilient face aux enjeux climatiques. Les sécheresses plus fréquentes montrent à quel point l'ensemble de la chaîne alimentaire peut se trouver déséquilibré. En 2050, le secteur agricole sera agroécologique ou ne sera pas. L'agroécologie peut prendre plusieurs formes. On peut, par exemple, remplacer la monoculture par un mélange de différentes variétés de cultures. Les multiples cultures apportent différents types de nutriments. Et cette variété de nutriments, elle vient renforcer le champ. L'agroécologie privilégie aussi l'agriculture sans pesticides ou l'élevage à l'herbe. La quatrième idée clé est qu'il faut accélérer le développement de la mobilité douce. La mobilité, c'est un enjeu majeur dans le plan de transformation de l'économie française. Dans ses préconisations, l'auteur distingue la mobilité quotidienne, c'est-à-dire tous les moyens de déplacement locaux, et la mobilité longue distance. Et là, on parle de tourisme ou de voyage professionnel. Côté carbone, le mauvais élève, c'est la mobilité quotidienne. Et oui, elle est responsable de 14% des émissions de CO2. La mobilité de longue distance, quant à elle, elle accumule 9% d'émissions de CO2. La solution préconisée par l'auteur, c'est donc d'accélérer le développement d'une mobilité douce. Mais alors comment faire ?